Qu'est-ce que cette loi d'incertitude signifie pour moi, pour nous? Alors, première chose, j'ai envie de faire un petit éclairage sur l'école. L'école, dans notre pays, en plus prétendument cartésien, l'école c'est un apprentissage du moule cartésien qui nous dit il y a les mathématiques, il y a la physique, il y a les sciences exactes, il y a la biologie. Et tout ça, ça nous prépare en fait, ça nous donne une idée, ça nous inculque l'idée, ça nous formate, ça nous inculque l'idée d'un monde où il y a des vérités vraies, des erreurs fausses, où il y a on n'est pas dans le monde de l'incertitude, on est dans le monde de la certitude. Il y a des théorèmes, il y a des résultats connus. Et en fait, si on y prend garde, ce moule cartésien peut se révéler un handicap après dans la vie, parce que le monde réel, en fait, est imbibé d'incertitude. Donc, je pense qu'il est important dans l'enseignement que l'on prenne conscience que l'un de ses objectifs doit être de préparer les enfants au monde de l'incertitude, à naviguer dans le monde de l'incertitude, puisque dans leur vie d'adulte, c'est ça qu'ils vont rencontrer, plus que quoi que ce soit d'autre. Voilà, ça c'était le premier point. Deuxième chose, étant donné qu'il y a de l'incertitude et que cette incertitude est inéliminable, d'une part, je dois renoncer à tout contrôler, et d'autre part, ça peut être, en tout cas il est souhaitable que ce soit vécu comme un stimulant à la prise de risque et à l'innovation. Si je dois attendre d'éliminer une incertitude que je ne pourrais pas éliminer, si je dois attendre de tout savoir sur telle chose pour me lancer, je ne me lancerai jamais. Et je dirais que il n'y a pas de risque pire que la non-décision. Donc dans la vie, il faut savoir en fait prendre des prises de risque, il faut savoir innover même si on n'a pas tous les éléments du dossier. Voilà, donc soyons dans l'action. Vous savez, il y a un proverbe qui dit que l'être passe par le faire. Soyons dans l'action. Et puis, on aura toujours le temps éventuellement de rectifier si on s'aperçoit en cours de route qu'on est dans l'erreur. Mais on est obligé, je dirais, d'agir même si nous n'avons pas toutes les données du jeu. Celui qui se lance dans une entreprise connaît ça. Il se lance dans un certain secteur, il ne sait pas vers quoi le secteur va évoluer, il ne sait pas forcément de façon détaillée l'état de la concurrence et ainsi de suite. Bon, on fait les choses et puis on essaye de mettre des chances de son côté, mais il y a un moment où il faut passer à l'acte. Alors, autre aspect de cette incertitude auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, c'est cette notion d'impermanence. C'est-à-dire l'incertitude, c'est aussi que ce qui est là où je suis, on va dire mon biotope d'une certaine façon, mes conditions de vie aujourd'hui, mes amitiés, mes relations, toutes ces choses-là, mes atouts, toutes ces choses-là sont éventuellement provisoires et transitoires. Donc je dois savoir que peut-être il va y avoir un accident qui va faire que ma voiture sera inutilisable dans les 15 jours. Peut-être que je vais perdre une personne qui m'était utile ou une personne qui m'était chère. Peut-être que ceci, peut-être que cela. Peut-être qu'une inondation va rendre un local qui était le mien inutilisable et ainsi de suite. Et donc je dois savoir que ce monde est le monde de l'impermanence, et ceci me demande d'avoir un certain détachement. Avoir cette dimension non seulement du lâcher-prise mais du détachement. Je ne m'accroche pas, dans un monde d'incertitude, je ne peux pas m'accrocher démesurément à qui que ce soit ni à quoi que ce soit. Voilà, ça c'est une chose aussi importante à travailler, à méditer. Et un autre aspect de la loi d'incertitude, c'est la loi de compensation ou d'équilibre. Vous vous souvenez, j'avais dit tout à l'heure que concernant un électron par exemple, mieux je connais sa position, moins je connaîtrai sa vitesse et inversement. C'est-à-dire plus de précision ici va être le prix, le coût de cette grande précision ici va être une grande imprécision par ailleurs. Voilà, ça fait partie, c'est une espèce de principe de compensation que l'on peut expliquer par ce qu'on appelle l'interférence des ondes, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. En tout cas, on sait exactement à quoi c'est dû en termes de physique quantique et de mathématiques. Alors,
cette loi de compensation a plusieurs incidences. Par exemple, dans mes relations, je dois toujours faire attention à garder un équilibre entre le donner et le recevoir. Je ne peux pas être quelqu'un qui donne toujours et ne reçoit jamais. Je ne peux pas être quelqu'un qui reçoit toujours et qui ne donne jamais. Il doit y avoir un équilibre. Ça fait partie finalement des lois de la nature. Donc, dans certaines relations, si je suis en déséquilibre, je dois me poser la question, est-ce que cette relation est équilibrée ou est-elle déséquilibrée? Si elle est déséquilibrée, qu'est-ce que je peux faire pour la corriger? Voir quelles sont mes peurs. Si je vous parle des peurs, c'est par exemple, je connais des personnes qui offrent, qui donnent, qui offrent même des choses, vous ne leur avez rien demandé, elles vous offrent des choses, et par contre, si vous vous dites, elle m'a offert ça, je vais lui... ou vous avez envie de lui offrir quelque chose, tout simplement parce que là, la joie, le plaisir d'offrir, et vous vous apercevez que cette même personne va être incapable de recevoir, c'est-à-dire va presque refuser votre cadeau en disant que ça lui correspond pas, que ceci, que cela. Je vous dis ça parce que je connais des personnes qui sont ainsi. Et donc dans ce cas-là, ce qui pourrait aider la personne, c'est qu'elle s'interroge sur ce fonctionnement-là et qu'elle essaye de savoir à quelle peur ça renvoie. Par exemple, ça peut être une peur du genre de ne pas être accepté, de ne pas être aimé. Donc, je me fais accepter, je me fais aimer parce que je donne. Je connaissais aussi un cas un peu poignant vraiment d'une mère de famille qui disait, c'était dans le cadre d'un stage et tout ça, elle témoignait que ses enfants avaient fini par se détourner d'elle, et d'ailleurs ses enfants n'étaient pas en forme, elle avait une fille qui s'était suicidée, et ainsi de suite. Et elle avait donné plein de choses à ses enfants. Elle avait une certaine fortune personnelle et elle leur avait donné toujours le meilleur stylo, le meilleur cahier, la meilleure paire de chaussures, le meilleur ceci, le meilleur cela. Mais en fait, elle avait été incapable de leur donner de l'amour. Donc, les enfants, on avait beau leur donner tout ce qu'ils pouvaient avoir comme bien matériel, ça ne remplaçait pas le défaut d'amour. Voilà, c'était un petit peu ça la chose. Et en fait, cette personne n'avait même pas ne savait pas, n'était même pas consciente de la chose. Elle ne savait même pas qu'elle n'était pas capable de donner de l'amour. Ça se voyait quand on l'entendait. Mais et donc elle tournait en rond en cherchant la cause de cet échec avec ses enfants et était incapable de le trouver. Voilà. Donc tout ça, ce sont des exemples pour dire que soyons vigilants quand on a une relation qui est déséquilibrée. Qu'est-ce que ça signifie? D'abord, pour nous, par rapport à nous-mêmes, par rapport à nos fonctionnements, par rapport à nos peurs, par rapport à nos blocages. Voilà. Alors, c'est donc ce jeu du donner et du recevoir et l'équilibre de ce donner et recevoir, ça fait partie de ce que j'appelle l'écologie relationnelle. Donc, aller vers un équilibre dans ma relation qui soit mutuellement satisfaisant, qui soit satisfaisant pour tout le monde. Voilà. Alors ensuite, un aspect en fait de cette loi de compensation d'équilibre dont on parle peu souvent, c'est tout simplement celui de transmettre la vie. C'est une chose qui est très très importante, qui fait partie de la vie qui doit être transmise, surtout dans les pays développés qu'on regarde à droite, à gauche, dans n'importe quel continent, sont tous actuellement en période de dénatalité et dans certains cas de dénatalité préoccupante et accélérée. Donc c'est une question aussi à se poser. Comment je me situe par rapport au fait de redonner la vie? Et je rappelle au passage d'ailleurs que on renouvelle les générations à partir du 3e enfant. C'est-à-dire si on en a un, c'est bien, on a reprogrammé la vie, mais d'une certaine façon, on va dire en termes statistiques, c'est insuffisant. C'est à partir du 3e. Mais je referme cette parenthèse, mais ça fait aussi partie des questions à se poser.
Dernier aspect en fait de la loi dont je veux parler sur la loi d'incertitude nous concernant, c'est l'aspect arbitraire et liberté. Vous vous souvenez, j'en avais parlé à propos notamment des mathématiques, du fait que certaines vérités mathématiques sont ni vraies ni fausses, mais tout simplement arbitraires. Et on retrouve ce genre de phénomène en physique, puisque par exemple, justement, si vous mesurez une toupie quantique qui tourne dans les deux sens à la fois, eh bien, si vous la mesurez, eh bien, après mesure, vous allez observer que la toupie quantique va tourner seulement dans un sens ou seulement dans l'autre. Donc, vous aviez au départ une incertitude et après vous avez une certitude. Seulement, il y a une double incertitude. Il y a l'incertitude de l'état de départ. Elle ne tourne ni à droite ni à gauche, mais d'une certaine façon un peu incompréhensible dans les deux sens à la fois. Et le deuxième facteur d'incertitude, c'est que quand vous voulez la mesurer, effectivement, elle va vous donner une réponse certaine, c'est-à-dire je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Mais là où vous avez une nouvelle incertitude, c'est que vous ne pouvez pas dire à l'avance, vous ne pouvez pas savoir à l'avance si vous allez observer qu'elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Et tout ça, ça veut dire que dans le réel, dans la réalité, dans le réel quantique, vous avez un élément de liberté. Un élément, cette incertitude à avoir avec la liberté, au sens, en étant un petit peu naïf, mais c'est pas totalement faux, donc je vais m'exprimer de façon un peu naïf, au sens où au moment où je mesure cette toupie quantique, en fait, qu'est-ce que je fais? J'utilise le fait qu'elle tourne dans les deux sens à la fois, donc d'une certaine manière, elle est floue, elle est étalée par rapport au sens de rotation, on peut dire les choses comme ça. J'utilise cet étalement pour menacer la quantition, c'est-à-dire je fais quelque chose, mon instrument de mesure va faire quelque chose qui va piéger cette toupie parce qu'elle tourne dans les deux sens de façon à, en quelque sorte, arracher, déconnecter la partie qui tourne dans un sens de la partie qui tourne de l'autre. Et donc c'est une menace, comme on s'en souvient des lois précédentes, c'est une menace de la quantition. Que va faire la toupie quantique? Comme elle n'a pas le droit de se laisser découper, eh bien elle va faire comme le bloc de glace de la légende du défi de glace, eh bien elle va se concentrer sur un seul sens de rotation, et c'est pour ça que au final on trouve une toupie qui, comme une toupie classique, tourne dans un sens ou dans l'autre. Mais entre les deux, quand elle a vu qu'elle était en quelque sorte, c'est là où c'est un peu naïf, parce qu'une toupie quantique, une particule qui a son spin, qui tourne sur elle-même, ne voit rien. Mais quand il y a un indicateur qui signale qu'il y a une menace de se laisser déchiqueter, ce que la particule n'a pas le droit de faire, eh bien à ce moment-là, elle va prendre une décision au niveau rudimentaire, j'insiste bien, et c'est là où elle va exercer un pouvoir décisionnel, c'est-à-dire elle va exercer une liberté décisionnelle, une liberté de choix, et c'est en quelque sorte la toupie quantique elle-même qui va décider, vu que je ne peux pas maintenir mon flou, eh bien je vais décider de tourner dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est cette incertitude est aussi la marque d'un degré de liberté qui est dans la réalité. Et ce degré de liberté, c'est quelque chose de fantastique. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans ce monde classique du tout déterminisme où il n'y avait pas de place, notamment pour notre libre arbitre. Donc c'est une richesse extraordinaire que cette incertitude. Je rappelle aussi que notamment en mathématiques, on retrouve cette incertitude dans ce que j'ai appelé l'indécidabilité arbitraire, c'est-à-dire quelque chose qui n'est ni vrai ni faux, mais qui est arbitraire. Je peux décider que c'est vrai ou que c'est faux. Et par exemple, je vais créer donc une arborescence de théories. Là, par exemple, une géométrie euclidienne et plusieurs géométries non euclidiennes. Et on va dire que donc ça élargit le champ des possibles. Donc l'incertitude n'est pas seulement une menace, n'est pas seulement quelque chose qui menace notre survie, mais c'est une fantastique opportunité, une fantastique liberté, une fantastique richesse. C'est comme ça que nous devons la comprendre.